Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je suis venu avec une nouvelle vidéo qui va parler cette fois sur les fondations superficielles et les fondations profondes, toujours dans le cadre de la géotechnique et des études géotechniques. Aujourd'hui, on va essayer de résoudre ou bien de répondre à la problématique du choix des fondations superficielles ou bien des fondations profondes. Dans un premier temps, je dois faire une sorte d'une définition de chacune de ces fondations. Donc, euh, D'après leur nom, déjà, les fondations profondes, ça veut dire que en termes de profondeur, on va aller plus loin que pour le cas des fondations superficielles. Mais quand même, il y a des exigences ou bien il y a quelques critères pour appeler une fondation profonde et appeler une autre une fondation superficielle. Voilà, il y a une règle générale ou bien il y a un diagramme qui a une relation entre la hauteur d'ancrage D et la largeur de la fondation B. Donc, comme vous voyez ici dans cette courbe, pardon, donc la largeur B est dans les abscisses, dans les axes des abscisses, et dans les ordonnées, nous avons la hauteur d'ancrage D. D'après ce que vous pouvez remarquer ici, si on prend par exemple une largeur de fondation qui est de 1 mètre et un ancrage de 2 mètres, donc ici ça reste toujours dans le cadre des fondations superficielles. Sinon, si on prend par exemple une hauteur d'ancrage de l'ordre de 4 ou bien 5 avec une largeur de semelle qui est dans les alentours de 0,5 mètres allant jusqu'à 1 mètre pour une profondeur de 5 mètres. Donc ici, on doit forcément parler des fondations profondes. Donc sinon, si l'ancrage dépasse 5 fois B, c'est-à-dire 5 fois la largeur de la fondation, donc ici, on est obligatoirement dans le cas des fondations profondes. Donc ça, c'est une définition globale pour parler ensuite sur les critères de choix. En fait, c'est ça ce que je fais. Une fondation superficielle, déjà par le bon sens, c'est ce qu'on doit choisir dans un premier temps. Normalement, on ne doit pas chercher les fondations profondes que si on a une problématique quelconque qui va nous empêcher de faire ou bien de mettre en place une fondation superficielle. Donc voilà. J'ai essayé de citer presque toutes les problématiques ou bien les obstacles, les entraves qui vont nous pousser à aller vers des fondations profondes qui sont bien sûr plus coûteuses que les fondations superficielles. Donc déjà, une règle générale, les fondations profondes sont à écarter dans le cas normal. Si nous n'avons pas de problématique, si nous ne rencontrons pas ou bien l'un des problèmes que nous allons parler sur tout à l'heure, tout de suite, pardon. Donc, ici, il y a lieu de mettre en place une fondation superficielle. Si l'un de ces cas que je vais citer maintenant est là, donc ici, il y a forcément recours à des fondations profondes. Donc moi je cite le Remblai en fait. Si nous avons réalisé nos sondages, nous avons trouvé que nous sommes face à des couches de Remblai qui ont une grande hauteur, qui ont une grande profondeur. Donc les Remblais en général, ils ont un impact indésirable sur les fondations et sur les constructions. Surtout si on ne sont pas compactés. Ils sont mis en place sans compactage ou bien avec un compactage seulement de la couche supérieure. Donc ici, il y a problème à ce que des tassements vont se produire par la suite, etc. Il y a aussi le cas des remblais qui sont très sales ou bien qui sont divers. Donc il y a des déchets là-bas, il y a de la matière organique parfois. Ici, ça va porter des conséquences et des dégâts indésirables sur la construction, sur le futur ouvrage. Le deuxième cas de figure, c'est la terre végétale. On peut parfois avoir une terre végétale qui est sur des profondeurs qui sont énormes. Ils peuvent parfois dépasser les 3 mètres, les 5 mètres de la terre végétale. Et ça existe. Même si c'est rare, mais ça existe. Une terre végétale à grande épaisseur, ou bien à grande profondeur. Donc, ici, il y a toujours l'obligation d'aller approfondir les fondations, tout simplement. Donc, pour des largeurs qui sont faibles et pour des profondeurs qui sont grandes, on va toujours tomber, d'après le schéma qu'on vient de voir,
on va tomber sur des fondations profondes. Aussi, il y a le problème des sols gonflants. Comme vous voyez ici dans l'image, il se peut parfois qu'on rencontre des marnes, des formations marneuses, ou bien des formations limoneuses, ou bien argileuses, qui ont le caractère gonflant. Donc le sol gonflant, on essaie toujours de le dépasser et d'aller vers un substratum qui est plus rigide, que ce soit une roche ou bien un autre sol qui ne porte pas ce caractère gonflant. Donc si ça dépasse des profondeurs qui sont énormes, donc il y a recours vers des fondations qui sont profondes. Et voilà, dans le même sens, il y a les sols qui sont très lâches, les sols qui portent des caractéristiques géomécaniques très indésirables, un indice de plasticité pardon, qui est très grand, par exemple. Et ça réside surtout pour les marnes, les argiles, ou bien le mélange entre les deux. Donc ici, il y a recours vers les fondations profondes, comme je viens de dire. Il y a aussi un autre paramètre, ou bien un autre cas de figure, qui est la liquéfaction. Et s'il y a des sols liquéfiables sur des hauteurs, sur des profondeurs bien déterminées, et qu'il y a un substratum qui n'est pas liquéfiable, donc ici on doit obligatoirement approfondir nos semelles, nos fondations, et aller vers le substratum qui va nous donner une portance de plus. Donc si nous avons par exemple essayer de négliger tout ça en cherchant à diminuer le coût du projet, c'est-à-dire de prévoir des fondations sur de tels sols, on risque d'obtenir des conséquences qui sont néfastes en fait. Donc parmi les conséquences qu'on peut voir, il y a les fissurations. Donc comme vous voyez ici, il se peut que le bâtiment soit fortement fissuré, chose qui va dégrader l'aspect visuel, l'aspect décoratif de la construction, comme il peut avoir des effets néfastes sur le bâtiment. Il peut même parfois le condamner. Ça peut même causer des chutes de blocs, des éboulements, des instabilités qui peuvent même menacer la vie de l'être humain, à savoir. Donc ici, il faut toujours chercher à dépasser les sols qui ont des caractéristiques géomécaniques qui sont lâches, ou bien nous ne sommes pas sûrs de l'état de compacité de ce sol. C'est le cas des remblais en place. On peut parfois aller vers un terrain où il y a des dizaines de hauteurs de remblais. Des remblais qui n'ont pas été mis en place suivant les normes, c'est-à-dire avec un compactage normalisés. Donc, ils sont déposés là-bas sans aucun contrôle, sans aucun compactage. Donc, ça, on doit toujours écarter ces types de sols et aller vers un sol qui est naturel, qui porte des caractéristiques désirables et qui vont donner une bonne portance et ne vont pas générer des conséquences et des dégâts comme nous voyons dans les photos suivantes. Donc, merci à vous, à une prochaine vidéo.